Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Si vous regardez mes vidéos, vous saurez que j'ai une certaine fascination pour les États du Sahel, AES, aussi bien que pour leur chef d'État. Mais c'est une histoire, je peux dire, en quelque sorte personnelle, parce que vous allez découvrir dans la suite le lien entre ma fascination et le Liptako Gourma. Vous voulez bien écouter l'histoire? Allez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si j'ai raconté une quelconque fausseté, si c'est du mensonge dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas de me rappeler. Ramenez-moi à la source, dites-moi la vérité et nous allons garder l'histoire. Nous allons faire de façon que l'histoire tourne, continue pas à tourner. Ok? À tout à l'heure. Alors les amis, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont procédé il y a un peu plus d'1 an à la proclamation des statuts du Liptako Gourma. Et bon, ils ont déclaré leur engagement à se protéger mutuellement et à garantir la sécurité dans leur pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont commencé là-bas? Pourquoi le Liptako Gourma? Donc, si vous voulez bien comprendre, vous deviez d'abord découper le nom Liptako Gourma en deux. On sait que Liptako, ça doit être le milieu, et Gourma. Gourma, c'est quoi? Gourma, c'est un nom spécifique d'une ethnie qui a habité la zone depuis des centenaires. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vous diront que Gourma, c'est un mot soniqué qui indique le flanc droit du fleuve Niger. C'est vrai, mais en fait, tout le monde le sait. Les Burkinabés le savent, les Nigérians le savent. Peut-être les Maliens l'ignorent un tout petit peu parce que le gourmandier n'est pas très populaire dans le milieu. Mais les Nigériens, les Burkinabés doivent comprendre que le gourmandier, c'est un mot soniqué qui désigne les habitants de ceux qui habitaient à la droite du fleuve Niger. Donc le Liptako Gourma, c'était le milieu où un commandant français, un officier français a signé un traité de protectorat avec un chef local. Avant ce traité de protectorat, les gourmandiers ont vécu dans le milieu peut-être depuis les années 1700. Donc, ils ont régné dans le milieu depuis des centaines d'années. Ils prélevaient des taxes sur les différentes ethnies. Vous savez bien que les peuples, ce sont des nomades. Donc, en prélevant des taxes sur les gens, à un certain moment, il y aura des révoltes. Donc, les peuples se sont révoltés. Ils ont attaqué les chefs gourmandiers. Et bon, vous savez bien qu'ils ont été islamisés avec le temps. Et l'islam, en ce moment-là, préconisait, il y a la guerre derrière tout ça. Donc, il faut l'indépendance. Donc, nos amis Peuls se sont rebellés. Ils ont attaqué les chefs gourmandiers et ils les ont repoussés un peu plus vers le sud, vers le Burkina Faso. Donc, avant 1891, bien dans les années 1700, les gourmandiers résidaient dans ce milieu. C'était des gens, les royalties, c'était des rois dans ce milieu. Donc, lorsque les Peuls ont renvoyé les gourmandiers du milieu, un Français a fait une expédition sur ce milieu et il a signé un traité de protectorat. Le nom du chef avec lequel il devrait signer, c'était le chef Boiry. Mais quand il est arrivé, il n'a pas signé le protectorat avec le chef lui-même.
il a signé le protectorat avec le fils du chef. Et le nom du fils du chef, c'était quoi? C'était Boubacar. Il vient, il veut signer un traité avec le chef. C'est sûr que le chef lui-même avait déjà compris en signant quoi que ce soit, il ne serait pas libre. Donc, il a décidé qu'il ne voudrait pas rencontrer le blanc. Il ne voudrait pas rencontrer le français. Ben, il a désigné son fils d'aller traiter avec le français. Et le français, quand il signe des protectorats, ils disent le chef, ses successeurs et tout ça. Parce qu'ils savent que si le chef meurt, c'est son fils qui va prendre le dessus. Et ils auront toujours, le contrat sera toujours valide. Donc, l'officier signe le contrat, il repart en France. Quelques années après, peut-être 2 ou 3 ans après, un autre officier revient pour vérifier l'exécution de ce traité de protectorat. Ils ont signé ça de façon que les marchands qui travaillaient dans le compte des colons français ne soient pas dérangés lorsqu'ils font leur caravane à travers l'Afrique, quand ils traversent le milieu, qu'ils ne soient pas arrêtés, qu'ils ne soient pas dérangés. Donc, le fils a signé le contrat, l'officier est reparti en France. Vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que la France tient toujours à certaines choses. Parce que ils gardent toujours ces signatures-là quelque part dans leur coffre. Ils vont rappeler aux gens du milieu que vous voyez quoi? Ceci, c'est notre propriété. Nous avons droit au bien de ce milieu. Et si vous écoutez bien les nouvelles, vous comprendrez que le Liptako Gourma, c'est une zone très richissime. Une zone qui a de l'eau, des minerais, tout ce qu'on veut là-bas, l'élevage, c'est propice à tout. Donc les Français ne veulent pas laisser cette zone-là s'en aller gratuitement comme ça. Donc, le Français est revenu vérifier l'exécution du contrat et à sa surprise, le jeune avec lequel il avait signé le contrat était décédé. Est-ce que le contrat est toujours valide? Si vous êtes français, vous direz bien oui, le contrat est valide. Ils ont une signature. Mais la personne avec laquelle ils avaient signé le contrat n'existe plus. Il est décédé. Ou bien c'est ce que les gens lui ont dit. S'ils ont compris déjà que ce n'était pas une bonne situation pour eux, ils vont dire qu'il n'existe plus, il n'est pas le chef d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, les Français ont d'ailleurs fini par coloniser le Niger, aussi bien que le Mali et le Burkina Faso. Donc, cette zone très richissime restera une convoitise de la France pendant des années. Et vous allez croire que c'est un problème d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Les Français ne laissent jamais les choses si facilement. Continuez à nous écouter. Alors, vous comprenez maintenant le symbolisme derrière la proclamation de la charte du Liptako Gourma. D'abord, la présence française, la signature du traité de protectorat avec un chef local. D'abord, l'invalidité du traité de protectorat, parce que d'abord, la personne avec laquelle ils avaient signé le traité n'était pas un chef. Il est mort après vérification avec un autre officier. Donc, le contrat n'a jamais pris acte. Mais le sous-sol regorge de biens qui pourraient servir à la France et aux Français. Jusqu'à présent, le milieu garde toujours ses potentiels naturels, minéraux, géologiques, agro-pastoral, tout. Et vous savez combien l'étendue de toute cette zone? Le Liptako Gourma dont on parle est une zone de 370 000 km². Ça va jusqu'à la capitale du Niger, Niamey, Mopti,
Gao, une grande partie du Mali, une bonne partie du Burkina Faso, une bonne partie du Niger. Et toute cette zone regorge de biens qui peuvent être utilisés par la France. Alors les gars, quand on vous parle de la guerre, de l'insécurité, des problèmes au Sahel, pensez à ce point dans l'histoire où l'officier français a rencontré le chef local. Donc, dans une affaire de contrat, les Européens vont toujours chercher à faire valoir leurs droits. Le chef local a signé. Bon, ils ont eu une signature d'un représentant du chef local qui a dit que le chef ou tous ses successeurs vont veiller à la concrétisation de ce contrat. Donc, il faudrait bien que nos États du Sahel se battent plus dur pour sécuriser cette zone parce que nos amis colons ne vont jamais laisser ça passer. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sais que je n'ai pas bien bossé l'histoire, mais ça vous donne un avant-goût de ce qui se passe derrière toute cette insécurité au Sahel. Et je ne veux pas faire la vidéo trop longue parce que je veux bien que les gens écoutent cette histoire, qu'ils soient intéressés. Si vous êtes intéressés, commentez. Je vais amener la suite de l'histoire pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe là-bas au Sahel. Donc, du côté de l'histoire gourmand, c'est pas de la raison pour laquelle ils ont gardé toujours le Liptako gourmand. Vous savez bien que le premier ministre, ou bien pas le premier ministre, oui, le premier ministre, aussi bien que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, dans tous ses discours, il précise toujours le Liptako gourmand. Il précise ça. Il dit ce mot dans son entier. Il ne dit jamais seulement Liptako, il dit Liptako gourmand. Donc, cette histoire m'intéresse pour quelle raison? Parce que jusqu'à présent, je suis un descendant gourmand. Je suis un descendant gourmand et nous avons aussi des parents gourmands. Au Togo, au Ghana, au Bénin, aussi bien que au Burkina Faso. Et jusqu'à présent, nos papas, nos grands-pères, ils nous défendent d'épouser une fille Peul. Les Peuls épousent facilement nos filles, mais nous, on est défendus d'épouser une fille Peul. Pourquoi? Parce que les Peuls sont venus nous détrôner dans le Liptako. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos pouvoirs, ils nous ont chassés du milieu, ils nous ont repoussés un peu plus en bas. Vous allez voir maintenant qu'il y a une plus grande concentration de gourmandiers dans le Fada Ngourma, dans un peu plus du sud du Niger. Mais nos amis Soniké, les Soniké qui comprennent bien l'histoire, ils sont en très bonne relation avec les gourmandiers. On s'amuse très bien quand on les rencontre à Lomé ou bien au Togo. Ils savent bien d'où nous venons, ils savent bien qui nous sommes. Et même dans nos cultures, dans nos traditions, on garde certaines choses qu'on a eu à partager dans le temps avec les Soniké. Dans nos cérémonies d'initiation, on apprend une langue qui a lien au Soniké. Jusqu'à présent. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez j'aime, commentez, corrigez-moi si je suis en train de dire des faussetés. Et là, nous allons garder l'histoire, nous allons faire rouler l'histoire. À plus, merci et à la prochaine. Il y aura une deuxième vidéo sur cette histoire si vous avez aimé ceci. Merci, bye bye.